Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est comme Philippe David, quand on pousse, il roule. Non, allez, je plaisante. Mais je plaisante. Non, mais moi j'adore ça. Un peu d'humour. C'est vrai que j'ai de l'autodérision. Bah oui, bah je sais. De l'autodérision, comme l'automobile. Bah voilà. Et s'il force Philippe David, c'est dingue. Allez, en tout cas, on est ravis de vous accueillir jusqu'à 20h. C'était pour faire rire notre équipe qui est morte de rire. Arrêtez de rire, de ricaner, on plaisante, bien entendu. m'appelle Culbuto. Hein. C'est pas un nom de pare-choc, ça. Non, ça, c'est absolument... Non, les pare-chocs, c'est moi. Allez, on peut y aller dans cette émission, on peut démarrer ou pas? Bon. Allez, bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec un sujet un peu plus sérieux, bien entendu, des ventes en chute libre, des sous-traitants en faillite et bientôt des fermetures d'usines. L'industrie automobile européenne va mal, mais en quoi la Chine et la voiture électrique sont-elles responsables? On va en parler avec nos invités. Amaury Aimé sera avec nous, CEO de France, de SIA Partners, et Bruno Millienne, ancien député. Un amendement de la loi de finances propose d'accélérer le calendrier de verdissement des flottes de loueurs de voitures avec des sanctions pour ceux qui ne verdiraient pas assez leur flotte. Bruno Millienne, ancien député, sera avec nous pour nous en parler. Et puis Metacar, avec son concept Kiwi, veut repenser l'autopartage avec une solution de micromobilité ou de petites voitures légères et sans permis qui s'emboîtent les unes dans les autres façon chenille. Valérie Cervantes sera avec nous, directeur général et directeur des opérations. On sera avec lui dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est les vraies voix qui font rouler la France avec ce coup de gueule du jour aujourd'hui de Laurent qui nous appelle de Lens. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Cécile et Philippe, je vous salue. Bienvenue. Mais nous vous saluons aussi. Merci. Laurent, conducteur routier, 35 ans de route au volant avec 44 tonnes. Et moi, le coup de gueule ce soir, c'est 35 ans au volant à 44 tonnes, 4 millions de kilomètres sans un accident. Voilà. Déjà bravo. Oui. Et c'est le danger du. Pas pour ça, hein. Oui. Non, mais on vous dit bravo quand même. C'est bien de vous féliciter. C'est gentil, le feu rouge, vous dites le danger du feu rouge. Du feu orange, exactement. Du feu orange, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est-à-dire que j'ai jamais compris qu'en France, on n'ait pas élaboré un système pour prévenir de manière beaucoup plus, plus précise le passage du feu vert au feu rouge. Mm-hmm. Et ça, nous en poids lourd, vu le poids, la masse qu'on transporte et qu'on se déplace, et en plus avec les fameux permis à points, si on n'a pas trop de bol, au bout de 2-3 jours, on n'a plus de permis. En passant à des feux. Je vous explique. Le feu, il passe du vert au rouge quasiment instantané. Mm-hmm. Oui. Très rapidement. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre, par exemple, un système de secondes qui se décompte, comme ça se fait, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, sur les chantiers, mettons sur les routes, quand il y a un basculement de chaussée ou une circulation alternative. Et ça, je trouve ça bien, parce qu'on sait que le feu, il va passer au clignotant pour les chantiers au bout d'1 minute, souvent ils font le décompte des secondes. Pourquoi là, dans les croisements, on n'aurait pas, par exemple, le feu 10, 9, 8, 7, avec un compte à rebours. Voilà. Mais est-ce que ça nous... Est-ce que vous seriez pas pour, je sais pas si vous faites de la route en Allemagne, moi ce que j'ai toujours aimé en Allemagne, c'est que quand le feu va passer au vert, il y a le orange qui s'allume sous le rouge, et quand on a une boîte mécanique, ça laisse les 3-4 secondes pour arriver à embrayer, passer la première vitesse et débrayer, et je trouve ça très bien, et c'est pas en place en France. Ce serait pas une bonne chose? Bah oui. Alors vous parlez de l'Allemagne que je connais, j'y vais. J'ai été en Angleterre aussi. En Angleterre, c'est le même système. En Angleterre, c'est pareil? Ouais, et sincèrement, moi je trouve que d'une part, d'un point de vue sécuritaire, ça permet au conducteur de se dire il va passer au rouge, donc là j'anticipe, et puis pour les boîtes mécaniques, nous en camion c'est fini, on a tous des boîtes auto maintenant, j'ai juste dit au passage. Non, et puis surtout d'un point de vue de sécurité, parce que je veux dire, nous, en volant d'un poids lourd de 44 tonnes à 50 km/h devant un feu, on met 30 mètres à s'arrêter. Ah oui. Donc si le feu il passe rapidement et qu'on a l'aplomb de la cabine à 5-10 mètres, si on commence à freiner, on est au milieu du carrefour. Donc c'est ce que souvent la police nous reproche. Nous, on s'arrête pas comme ça. Alors eux, ils disent il faut anticiper. Moi, je veux bien anticiper, mais c'est marqué nulle part sur le feu que le feu va passer à l'orange. Alors il y a les petits trucs, il y a le petit bonhomme piéton de la route perpendiculaire que l'on croise. Il faut le voir.
il faut le voir. Bon, parfois, on peut le voir quand il est au vert. Vous pouvez y aller en toute sécurité. Il passera pas encore au rouge. Par contre, quand il est rouge, là, vous avez intérêt à vous méfier. Mais ça serait si simple. Techniquement, c'est possible sur les feux de chantier. Ça serait si simple de mettre ça en bas du feu, de rajouter un tronc avec un cadran et un décompte de secondes. Et comme ça, on saurait. Eh ben voilà, c'est une solution intéressante en tout cas. Merci, beaucoup. Et c'est vrai que ça fait réfléchir parce que il y a tout un tas de petites astuces, même dans les croisements, lorsque vous croisez. Les miroirs qui en Allemagne. Ouais, il y a des astuces qu'il faudrait utiliser, qui existent dans certains pays, qui soulagent un petit peu la façon de conduire et puis qui fluidifient surtout les routes. En tout cas, bref. Et on salue les routiers qui nous écoutent comme Laurent dans leur cabine. Qu'on aime énormément, bien entendu, et faites attention à vous. Vous êtes important pour nous. On reviendra dans un instant sur ces ventes de chute libre, ces sous-traitants qui finalement finissent en faillite et bientôt des fermetures d'usines. On va en parler dans un instant avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et comme tous les jeudis, on est ravis de vous retrouver et on va revenir sur cette information. Michelin, Volkswagen, Forvia, Schaeffler et puis d'autres. Va-t-on vers un désastre industriel dans l'automobile en France et en Europe? On va en parler avec notre invité qui est avec nous, Arnaud Aimé, qui est consultant automobile chez SIA Partners. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai appelé Amaury alors que vous vous appelez Arnaud. C'est peut-être votre deuxième prénom et je ne le sais pas. Non, bien essayé. Et je m'en excuse. Alors, on voit que les constructeurs, c'est une catastrophe. On voit effectivement aujourd'hui que les manufacturiers, que ce soit les équipementiers, en tout cas la filière automobile souffre terriblement. Comment aujourd'hui on peut expliquer ? Alors, on part d'une situation, si on parle des équipementiers et des constructeurs, qui est assez différente. La construction automobile en France, elle a déjà énormément baissé depuis 20 ans. La production de véhicules sur le territoire national a baissé de l'ordre de 50% en 20 ans. Donc aujourd'hui, la France est devenue un acteur, je ne vais pas dire mineur dans l'industrie automobile européenne, mais bon, elle a perdu depuis longtemps sa deuxième place derrière l'Allemagne. S'agissant des équipementiers, c'est un phénomène plus récent. Je pense qu'on a notamment un effet de rattrapage parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, depuis la période d'avant Covid, depuis 2019, la production automobile en Europe, elle a baissé de 15%, énormément baissé. Et pour autant, l'emploi automobile, lui, en Europe, il n'a pas encore beaucoup baissé. Donc c'est là où je dis qu'il y a une espèce d'effet de rattrapage. Jusqu'à présent, les constructeurs et les équipementiers, eh bien, ils compensaient la baisse des volumes de véhicules produits sur le territoire européen par des prix de vente qui étaient plus élevés. C'est peut-être ça qui a fait tarder des décisions difficiles qui sont prises aujourd'hui. Mais évidemment, le sort des équipementiers et le sort de celui des constructeurs automobiles, il est très lié. Et si les équipementiers vont moins bien aujourd'hui, c'est parce que l'industrie automobile, aujourd'hui, va moins bien en Europe. Oui, mais on a tiré, pardon Philippe, on a tiré les prix aussi, c'est-à-dire qu'on les a serrés pour faire face à la concurrence mondiale. Oui, alors là encore, tout dépend si on parle des prix des automobiles et ceux des composants, des équipements. En sortie de Covid, en 2021-2023, le prix des automobiles a plutôt augmenté, même fortement augmenté, et les consommateurs s'en sont rendus compte parce qu'il y a eu pas mal de perturbations des chaînes logistiques avec le Covid, avec le début de la guerre en Ukraine aussi, qui ont fait qu'il y avait des pénuries de véhicules neufs, des composants, pénuries de véhicules en vente, et donc les prix ont augmenté et les consommateurs ont accepté ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, s'agissant des équipementiers automobiles, ceux dont on parle beaucoup aujourd'hui, les Valeo, Forvia, Michelin, etc., eux, durant cette période, ils ont été pris un peu entre l'enclume et le marteau. C'est-à-dire que d'un côté, le prix des matières premières qui a fortement augmenté, et aussi celui de l'énergie, qui a particulièrement augmenté en Europe depuis l'invasion de la Russie en Ukraine. Et de l'autre côté, ces équipementiers qui ont pour clients les grands constructeurs, autant ces constructeurs, eux, ont pu ajuster leur prix de vente à la hausse des véhicules, autant ils ont cherché à contenir les hausses de prix chez les équipementiers.
et donc les marges des équipementiers, eux, baissaient effectivement. Arnaud Aimé, aujourd'hui, la filière des équipementiers automobiles représente 57 000 emplois en France. C'est 2 fois moins qu'en 2007. Et si on en croit Jean-Louis Pech, le président de la FIEV, la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la moitié de ces 57 000 emplois sont aujourd'hui menacés sur les 5 ans à venir. Est-ce qu'il faudrait craindre le pire ? Ah oui, il faut craindre le pire, et le pire se réalise depuis presque 20 ans, vous venez de le dire, et la chute, effectivement, n'est pas terminée. Alors, pour rendre la photo un peu moins noire, la France, elle a vu naître de grands équipementiers mondiaux qui peuvent avoir beaucoup de succès à l'échelle internationale. Oui, comme Valeo, par exemple. Oui, par exemple. Oui. Oui, voilà, un Michelin, c'est 130 000 employés, Valeo, 110 000, Forvia, 150 000. Donc, il y a vraiment des grands champions. Le point, c'est que ces équipementiers, où est-ce qu'ils vont localiser leurs usines? Ils vont les localiser là où il y a leurs clients, et leurs clients, c'est les constructeurs automobiles. Et justement, les constructeurs automobiles, ils ont largement quitté la France depuis 20 ans, et les équipementiers, ils finissent par suivre eux aussi. Ils cherchent à être au plus près des usines de construction automobile. C'est-à-dire dans les pays de l'Est aujourd'hui, pour les constructeurs français en particulier? Tchéquie, Slovaquie, Roumanie, Slovénie? Oui, il y a l'Europe de l'Est, effectivement. Il y a aussi l'Europe du Sud, voire le Maroc ou la Turquie, puisqu'il y a des coûts de production ramenés à la productivité, disons, qui sont plus compétitifs. Aujourd'hui, et là le sujet ne concerne pas que les équipementiers et ne concerne même pas que le secteur automobile, si la France se désindustrialise depuis 20 ans, c'est qu'il y a des coûts du travail qui sont élevés pour les employeurs. Donc là, je ne parle pas du salaire que perçoivent les gens, je parle de ce que ça coûte à l'employeur. Oui, bien et sûr. en France, il y a beaucoup d'écarts entre les deux. Donc c'est ça qui est particulièrement élevé. Depuis quelques années, il y a l'énergie qui est devenue particulièrement onéreuse. On sait que en Europe, il y a eu un certain désamour pour le nucléaire, même si on change d'avis aujourd'hui. Et donc, ça a un impact sur les prix. L'Allemagne, qui est aussi une grosse puissance industrielle, s'appuyait énormément sur le gaz russe. Oui. Donc tout ça a fait augmenter les prix, et ça rend aussi l'Europe moins attractive d'un point de vue industriel. Alors, il y a une association, l'association CLEPA, qui est l'association européenne des équipementiers, qui donne quand même ces chiffres à l'échelle européenne. Entre 2020 et 2023, les sous-traitants des constructeurs ont perdu 86 000 emplois et déjà 32 000 rien que pour l'année 2024. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir freiner cette hémorragie, ou est-ce que finalement, ça va partir, ça va continuer de descendre? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sauver en tout cas ces équipementiers? Oui, on peut sauver. Alors, votre question, elle n'est pas sur est-ce qu'on peut sauver les équipementiers. Les équipementiers d'origine française, ils peuvent se porter plutôt bien à l'échelle mondiale. Votre question, c'est est-ce qu'on peut sauver l'emploi industriel en France? Donc oui. Quand je disais les équipementiers, je parlais du territoire français, effectivement, oui. et de la masse salariale, bien entendu. Oui, non, je précisais ça parce que les grands équipementiers d'origine française, ils sont aujourd'hui extrêmement internationalisés. Il y a un petit phénomène de délocalisation, c'est-à-dire on installe les usines ailleurs qu'en France pour vendre ensuite les voitures en France. Et c'est vrai que c'est ça qui se produit pour les voitures comme pour les équipements, s'agissant de modèles plutôt d'entrée de gamme, où il y a davantage de sensibilité au prix. C'est moins le cas pour des modèles un peu premium ou des modèles électriques. Et puis aussi, il y a un effet, excuse-moi, je perds mon idée. D'autres choses, allez-y Philippe. Alors, il n'y a pas qu'en France que l'hémorragie est en cours, puisque Schaeffler, l'équipementier automobile allemand, qui fait notamment la marque Luc, qu'on connaît, qui a 3 sites en France, à Haguenau, Clamart et Chevilly, dans le Loiret, a annoncé hier 4700 suppressions d'emplois. L'automobile va mal aussi en Europe, puisque Volkswagen le groupe Volkswagen a annoncé la fermeture de 3 usines en Allemagne, c'est une première, d'une usine en Belgique. Nissan a annoncé aujourd'hui 9000 suppressions d'emplois dans le monde. Est-ce que c'est l'arrivée massive des constructeurs chinois qui explique cette hémorragie généralisée dans le monde en général et en Europe en particulier? Alors merci pour cette question parce que ça me fait retrouver mon idée. Les grands esprits se rencontrent. On revient toujours. En fait, j'allais avoir une idée un petit peu cynique. Oui. C'est-à-dire que en France, la filière automobile s'est tellement amoindrie depuis 20 ans que par rapport à nos voisins allemands,
on a finalement beaucoup moins à perdre par les transformations qui ont lieu au niveau mondial dans l'automobile que eux. La France produit beaucoup moins d'automobiles, la France exporte beaucoup moins. Donc, si je me décale vers l'Allemagne et les industriels allemands, eux, ils souffrent, comme vous le disiez à l'instant, notamment de la montée en puissance de l'industrie chinoise. Pourquoi ? Parce que l'industrie chinoise, elle a toujours été derrière l'industrie occidentale. Ce sont des automobiles traditionnels, des motorisations thermiques. Et la Chine n'a jamais vraiment rattrapé son retard sur les Occidentaux en matière technologique sur le véhicule thermique. Le point, c'est qu'en Chine d'abord, puis en Europe aujourd'hui, il y a une bascule vers l'électrique qui est assez forte, elle est même extrêmement forte en Chine. Et les industriels occidentaux, en particulier allemands, qui produisaient en Europe, en Allemagne notamment, mais aussi en France, pour ensuite exporter vers la Chine, eh bien, sur ce débouché chinois, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de difficultés parce qu'il y a une bascule électrique qui est assez forte. Et sur ce marché de l'électrique, les industriels chinois, qui étaient très en retard sur le thermique, eh bien, ils ont mis tous leurs moyens sur le véhicule électrique. Et donc, ils sont devenus leaders sur cette technologie. Et cette technologie, elle est devenue de plus en plus dominante sur le marché chinois. Donc, ça fait moins de véhicules thermiques européens exportés depuis l'Europe vers la Chine. Donc, ça ferme progressivement un débouché à l'industrie européenne, en particulier allemande. Et c'est de ça que souffre notre voisin allemand aujourd'hui. Bruno Millienne est arrivé, ancien député. Bonsoir Bruno. Désolé pour le retard. Non, vous en prie. Merci Madame Hidalgo. On vous en prie. On revenait bien entendu sur j'allais dire un coup de théâtre, c'est pas un coup de théâtre, puisque aujourd'hui on l'imaginait, les ventes en chute libre, les problèmes de sous-traitants, de faillite, de fermeture d'usines. Vous avez été député, c'est le secteur automobile que vous connaissez parfaitement bien, puisque vous avez fait des propositions, en tout cas dans ce sens. Aujourd'hui, état des lieux, ça veut dire que 2025, il va falloir s'attendre à encore plus de faillites, de fermetures d'usines. Bien, on est dans une situation, mais j'entendais là en arrivant ce que disait votre invité. Arnaud Aimé. Oui, il a parfaitement raison. On a enfin, l'industrie européenne dans son ensemble, pas que la France. On a malheureusement raté le train du véhicule électrique, et pourtant Renault était en tête au départ, avec la Zoé. Et pour des raisons environnementales, on est en train de tout basculer sur l'électrique, ce qui pour moi est une erreur fondamentale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'électrique, mais on ne rattrapera... Il faut une transition. Il faut une transition, et on ne rattrapera jamais le retard sur nos amis chinois qui ont 30 ans d'avance. Donc à partir de ce moment-là, les Allemands paient le prix aujourd'hui, puisqu'ils ont voulu investir le marché chinois, et finalement aujourd'hui le marché chinois non seulement leur rapporte rien, mais les met dans une crise terrible. Ah oui. Mais je me pose une question, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui risque de taxer les voitures européennes, donc allemandes, parce que 90% des voitures vendues aux États-Unis, fabriquées en Europe, sont des voitures allemandes. Est-ce que ça ne va pas causer une demande de l'Allemagne de dire bon, on a mis 35% de droits de douane sur les Chinois, on va les baisser, en espérant les bonnes grâces des Chinois pour vendre plus de produits en Chine? Arnaud Aimé. Est-ce que c'est pas un changement vu les élections d'hier? Si, ce qui s'est passé hier avec l'élection de Trump, c'est un vrai électrochoc pour l'industrie automobile. On sait que Trump, il a dans le viseur l'automobile, non pas européenne, l'automobile allemande, depuis son premier mandat. Donc, l'automobile allemande a toutes les raisons de s'inquiéter, effectivement. Non seulement les Allemands, c'est des gros producteurs, mais c'est aussi des gros exportateurs, notamment sur des modèles premium vers les États-Unis, les Porsche, Audi, Mercedes, BMW, qui s'exportent aux États-Unis. Si les droits de douane augmentent à nouveau pour le marché américain, sachant que déjà, pour la Chine, ça se complique. Alors la Chine est déjà assez protectionniste, mais ce qui est problématique aujourd'hui en Chine, comme je le disais tout à l'heure, c'est la concurrence locale qui est en train de se développer. Eh bien, les débouchés allemands, ils vont se limiter. Donc, on peut imaginer plusieurs réactions politiques, disons, de la part de l'Allemagne, mais aussi de la Chine. Avant même de parler de la réaction d'Allemagne, je pense que l'industrie automobile allemande, elle souffrira très directement de la hausse des droits de douane aux États-Unis. Oui. On peut aussi imaginer que la politique de Trump, ça va mettre une pièce dans la machine de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et que la Chine, en mesure de représailles, augmente elle aussi ses droits de douane, et qu'en même temps que l'augmenter pour les industriels américains, le fasse aussi pour les industriels européens. Donc tous les exportateurs
ils ont à perdre des guerres commerciales. Et c'est qui exporte en Europe? C'est évidemment l'automobile allemande. Bruno Millième, ce qui va poser un problème, finalement, c'est sur le client final, parce que toutes ces courses de surtaxes, où les entreprises vont devoir les englober ou les répercuter, en tout cas sur le prix de la voiture. Oui, alors j'espère pas, parce qu'on atteint déjà des tarifs pour ce qui concerne en tout cas l'électrique, et puis même pour le thermique, ils ont quand même augmenté, et qui commence à devenir problématique quand vous voulez acheter une voiture neuve. Une voiture électrique qui ne se vend pas. Je pense qu'il faut aussi qu'on réagisse et qu'on regarde le marché automobile et les technologies du marché automobile telles qu'elles sont. La Chine a pris une avance considérable sur l'électrique. Est-ce qu'il faut encore se battre là-dessus? Bien sûr qu'il en faut. Bien sûr qu'il faut nos méga usines de batteries, etc., pour essayer de les concurrencer un petit peu, au moins sur notre territoire. Reprendre un peu de souveraineté. Au moins sur notre territoire. Maintenant, regardons sur ce que font certains constructeurs. Je pense à Toyota, qui est numéro 1 mondial quand même, c'est pas rien. Ils ne se battent plus sur l'électrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, bien sûr. Donc il faut revoir cette directive européenne. Ils souffrent un petit peu aussi, Toyota. Ils sont en train de travailler sur des technologies qui continuent à utiliser le moteur technique, mais avec des énergies thermiques, le moteur thermique, mais avec des énergies propres. Autre que la batterie. Plus l'hydrogène, Toyota. Plus l'hydrogène, exactement. Donc il faut essayer de prendre, là pour le coup, une longueur d'avance là-dessus, si on peut, par rapport aux Chinois. Et puis l'Europe doit sortir de sa naïveté commerciale. On a été des bons élèves au niveau commerce international, puisqu'on était rentré dans une Europe de services, même si les Allemands continuaient effectivement à être très industrialisés et à vendre leurs produits à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Et puis, il faut qu'on commence à s'occuper aussi de notre marché intérieur. Bon Dieu, on a 450 millions de consommateurs en Europe, plus qu'il n'y en a aux États-Unis. Donc, on devrait être capable de résister au moins aux Américains. Et ce sera le mot de la fin de ce débat. En tout cas, merci Arnaud Aimé d'avoir été avec nous. Vous êtes spécialiste automobile SIA Partners. Merci beaucoup Bruno Millième. Mais vous restez avec nous. Dans un instant, un nouveau partenariat qui s'ouvre et on en est très fiers avec le Grand Prix ACF Autotech. On était partenaire l'année dernière. On ne pouvait pas vous l'annoncer la dernière fois qu'il est venu. Donc c'est officiel. Richard de Cabrol fait partie de l'équipe et nous faisons partie de la leur. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. On parle d'automobile, bien entendu, de sujets importants et un partenariat dont on est très fiers entre le Grand Prix ACF Autotech et Sud Radio, bien entendu, a été signé cette semaine. Richard de Cabrol est avec nous, organisateur de ce Grand Prix. Ça y est, on y retourne, on est là, on est content. On pouvait rien dire la semaine dernière, mais voilà, on est content et en plus, on ouvre à la candidature. Oui, bonsoir. Effectivement, on est très content. D'ailleurs, on n'a jamais enlevé le logo du site internet parce qu'on était très content l'année dernière et on sera très content cette année. Ouais. Puisqu'effectivement, parler aux consommateurs d'automobiles en lui parlant des innovations qui peuvent potentiellement à la fois sauver les constructeurs nationaux par la technologie, et aussi être des innovations agréables dans les voitures, c'est quelque chose qui est très parlant et très percutant. On parle de talent aussi, parce que toutes ces personnalités, toutes ces startups, sont des talents incroyables, et c'est ça qui est bien. Alors, c'est aussi une occasion de découvrir un show assez intéressant, puisque c'est des personnes inspirantes qui parlent, des personnes dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Donc avec des opinions et des innovations qu'on ne connaissait pas avant. Donc c'est vrai que c'est des personnalités très pugnaces dans leur domaine qui se présentent aux auditeurs. Alors c'est la 8e édition du Grand Prix ACF Autotech. Sud Radio est à nouveau partenaire. C'était important ce partenariat pour le Grand Prix. Et quelles sont les nouveautés de ce 8e Grand Prix ACF ? Alors les nouveautés, je ne sais pas encore. Pour le moment, on a quelques candidatures qui viennent d'arriver parce qu'elles arrivent généralement au dernier moment et la deadline, donc la date butoir, c'est le 29 novembre. Donc oui, ça va venir vite, dépêchez-vous. Ça arrive généralement toujours en last minute. On parlait de personnalités, c'est des personnalités qui sont toujours en dernier moment. Ils ne sont jamais en avance. Et donc ces innovations, on ne les connaît pas encore. On les découvrira notamment au moment de la demi-finale, au moment où peut-être on enverra des finalistes sur votre plateau. Donc ça on ne le sait pas. Sûrement même.
Oui, tout à fait. Ah oui. Mais ce qui était important, c'est que les auditeurs qui écoutent des innovations qui passent à la radio, eh bien, ça peut créer une envie, ça peut créer un besoin, et ce besoin, ça peut du coup créer la nécessité pour les constructeurs de l'intégrer dans les véhicules. Donc c'est très important que les auditeurs soient au fait de l'innovation qui va arriver, parce que ça peut créer en fait l'innovation dans la voiture. C'est réalisateur, autoréalisateur. Alors on rappelle un petit peu le principe pour cet appel à candidature, parce que il y a quand même une petite règle quand même à la base. Ces candidatures, c'est d'être une start-up qui innove donc dans la conception, la fabrication, puisqu'il y a un principe de réindustrialisation de l'Europe et de la France, la commercialisation et l'usage de l'automobile, donc vraiment la verticale depuis le moment où on trouve le matériau et ensuite le moment où on utilise la voiture. Donc c'est vrai que c'est très varié, ça peut concerner beaucoup de secteurs. Et d'ailleurs, on n'est pas unisecteur, les entrepreneurs peuvent avoir différents cas d'usage qui peuvent s'appliquer au textile ou ailleurs. Et il y a une chose quand même importante qu'il faut rappeler, c'est que les startups qui ont déjà gagné, vous avez eu plusieurs lauréats, on est à la 8e édition, il y en a qui ont déjà créé pas mal d'emplois en plus. Alors oui, elles grossissent, parfois elles se font racheter, enfin elles se développent. Ensuite, est-ce qu'elles créent des emplois au point, on en parlait tout à l'heure, de groupes qui font 150 000 employés? Je pense pas encore. Hein. Oui. Ils sont plutôt à la centaine, à 200, 500, 1000 pour les plus chanceuses. Donc ça reste limité, mais par contre, ça peut donner des avantages compétitifs assez percutants pour les constructeurs pour justement maintenir cet emploi. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et on sera le 2 avril pour la finale, émission spéciale des Vraies Voix à l'Automobile Club de France et au Grand Prix à la Photothèque. On est toujours heureux de vous accueillir. Et faites attention parce qu'après, Cécile mange beaucoup, donc il faut prévoir beaucoup pour elle. Alors ce qui est bien, c'est que le cocktail commence au moment où l'émission s'arrête. Donc comme ça, elle arrive au début, tout est encore là. Si moi je mange beaucoup, vous allez pouvoir boire comme d'habitude. Allez. L'alcool, bien sûr, au volant, absolument pas. Merci beaucoup en tout cas, Richard de Caporal, d'avoir été avec nous, organisateur du Grand Prix ACF Photothèque. Merci beaucoup. En partenariat encore cette année avec Sud Radio, et on en est très fiers. Les Vraies Voix Sud Radio. Et on va revenir sur un amendement de la loi de finances propose d'accélérer le calendrier du verdissement des flottes de loueurs de voitures avec des sanctions pour ceux qui ne verdisseraient pas suffisamment. Oui, écoutez, je fais ce que je veux. Voilà, j'invente les mots que je veux. Voilà, c'est pas facile. C'est pas grave, c'est bien aussi, c'est poétique. Laissez-moi tranquille. Bruno Millième reste avec nous, bien entendu, ancien député. C'est ce verdissement de l'automobile, en tout cas pour les loueurs, c'est une petite catastrophe pour plein de raisons, parce que comment les loueurs vont aujourd'hui imposer à leurs clients de prendre des voitures vertes ou finalement électriques? Je vous donnerai la solution après, mais vous voyez, c'est l'image même de ce contre quoi je me suis battu pendant 7 ans. C'est-à-dire que quand vous me posez quand vous posez un amendement, quand vous étudiez une loi, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous ouvrez la boîte de Pandore de l'amendement le plus débile. C'est exactement ce qui vient de se passer. Zéro mesure d'impact, c'est ça? Pas d'étude d'impact. En gros, c'est quoi? C'est une accélération du calendrier de la loi LOM sur le verdissement des flottes d'entreprises, très bien, avec des sanctions à la clé si on ne rentre pas dans les clous. Sanctions de 2 000 € de mémoire par véhicule. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et ça s'applique à tout le monde, alors que si vous regardez le code des impôts, les loueurs de courte durée notamment, mais aussi ceux qui font du transport de personnes à mobilité réduite, ne s'acquittent pas de la fameuse TVS, de la taxe sur les véhicules de société. Donc ils ne devraient pas être concernés par ça. Mais non, mais là on a trouvé la manière de mettre un amendement qui accélère le calendrier, qui met des sanctions financières, et qui en plus on vous dit mais pour les loueurs c'est pas un problème, on a fait une trajectoire différente. Mais c'est pas une question de trajectoire, messieurs et mesdames les députés, c'est une question de bon sens. Les solutions proposées par notamment les loueurs de courte durée existent sur la table du gouvernement depuis avant la dissolution. Donc voilà, j'étais encore député à l'époque, depuis avant la dissolution, c'est assez simple, vous allez comprendre. Si vous faites rentrer dans le répertoire des flottes d'entreprises les véhicules qu'ils louent, d'accord, que ce soit en longue durée ou en courte durée, ils rentreront dans le quota de véhicules propres. Ou pas, mais du coup, ça les incite à faire des véhicules propres, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les entreprises qui achètent des véhicules propres pour leurs salariés. Pour ça, ils peuvent l'imposer, c'est pas un problème, c'est un truc qu'ils font. Vous avez ça comme voiture de fonction, société, point barre. Voilà, point barre. Ils en achètent pas autant que qu'ils achètent de véhicules thermiques, parce que ça coûte plus cher. Donc comment ils répartissent la différence ?
Eh bien, ils vont chez les loueurs de longue durée, chez les loueurs de courte durée, qui, eux, vont devoir s'appuyer finalement la sanction que devraient payer ces entreprises-là. C'est totalement ubuesque. On a là un secteur, un écosystème, les loueurs de courte durée, qui propose une solution au gouvernement depuis des mois, qui est une solution vertueuse, parce que si effectivement vous faites rentrer dans le répertoire des véhicules propres les locations, eh bien vous montez tout le monde vers le haut, puisque ils imposeront à leurs salariés de prendre des véhicules électriques quand ils arrivent chez, on va pas citer de marque, mais chez les loueurs de courte durée. Et du coup, les loueurs de courte durée vont recommencer à acheter des véhicules électriques, parce qu'aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas au rendez-vous ? C'est simple. Le taux d'utilisation pour une rentabilité, pas exceptionnelle, mais pour une rentabilité, est de 75% pour un véhicule. D'accord ? C'est ce qu'on atteint avec les véhicules thermiques. Avec les véhicules électriques, il est de 40%. Donc, vous perdez de l'argent. Ouais. Mais est-ce que il peut y avoir des conséquences désastreuses pour l'industrie aussi ? Ça va toucher non seulement le secteur des loueurs courte durée, parce que c'est, vous le savez très bien, ici à Sud Radio, ce sont beaucoup des TPE et des PME. On pense tout de suite aux grosses marques, mais c'est pas vrai. Dans nos territoires, il y a beaucoup de petites marques, il y a beaucoup de petits loueurs indépendants qui, eux, vont pas pouvoir tenir la distance. Surtout, ça va contracter le marché de l'achat des véhicules neufs thermiques, puisqu'ils ne vont pas vouloir avoir de sanctions. On estime à peu près à 100 000 véhicules, soit en perte pour les constructeurs à peu près 2,4 milliards d'euros. D'accord. Et pas loin de 400 millions d'euros pour l'État, que l'État ne récupérera jamais avec les sanctions. Donc voilà, si on veut être idiot, on continue sur cette voie. Si on veut être un peu intelligent, on écoute encore une fois ceux qui sont sur le terrain, plutôt que de prendre des décisions qui viennent d'en haut, avec des têtes d'œufs qui n'ont jamais mis les pieds dans une société de location de courte durée. Donc voilà, moi je suis en colère, mais comme je l'étais déjà au moment de la PPL Adam, parce que ça c'est issue de la proposition de loi de Damien Adam, plutôt que de comprendre les raisons et d'arriver à trouver une solution tous ensemble, on impose encore d'en haut quelque chose qui est pour moi totalement débile. Et puis plutôt que de nettoyer le parc de ces 40 millions de voitures aujourd'hui qu'il va falloir transformer et de trouver des vraies solutions. En plus, on essaye, on n'arrive même pas. Alors, j'ai peut-être bon espoir, je vous le dis quand même, parce que très bien. On va quand même essayer de travailler effectivement sur la possibilité de verdir le stock. Parce que là, on s'occupe que du flux. Mais ça fait combien de temps qu'on en parle ? Je sais, mais on va continuer. J'ai eu un rendez-vous avec le ministre des Transports, François Durovray, là-dessus. Il a bien conscience que si on s'occupe que du flux, eh bien, on ne sera pas au rendez-vous de la décarbonation de la mobilité en 2050. Voilà. Et bien, quand vous avez parlé de tête d'œuf, je ne me suis pas senti visé. Non. Mais moi non plus. Moi, j'ai plus de cheveux non plus. Donc, voilà. Je suis avec 2 Caliméro, là. Vivement le... Je retourne dans ma coquille. Ou alors, je fais de l'autodérision. Vivement le client suivant. Restez avec nous, Bruno Millienne. On fait une petite pause. On revient dans un instant. On va revenir avec une voiture innovante, passionnante. C'est trop mignon. Ça s'appelle Kiwi. Valérie Cervantes sera avec nous dans quelques instants, directeur général et directeur des opérations de cette belle entreprise. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes toujours en compagnie, pour les vraies voix qui font rouler la France, de Bruno Millienne, qui est avec nous, ancien député, impliqué dans les questions de la mobilité et qui s'est battu depuis très longtemps, depuis qu'il était à l'Assemblée nationale, justement sur ces questions. Et notre invité, Valérie Cervantes, directeur général et directeur des opérations de cette belle petite automobile qui s'appelle Kiwi, KIW2E, la voiture qui s'emboîte. Et ça, j'aime beaucoup. On va venir avec vous dans quelques instants. Encore une petite info avec vous, Bruno Millienne, justement. Oui, sur cet amendement, j'ai oublié de vous le dire. Sur l'amendement, parce que c'est important. Ce qui est ridicule, en plus, c'est que vous avez en ce moment même une mission parlementaire, une mission flash, qui est menée par 2 parlementaires, messieurs Lessel et Fievé, un socialiste et un député de Ensemble pour la République, qui traitent justement du fait que les calendriers ne sont pas respectés par les entreprises et qui essayent de comprendre pourquoi, pour qu'on amène les bonnes solutions et pas des solutions toutes faites de durcissement de la loi qui ne riment à rien.
Eh bien, restez là, puisque nous, on a des solutions à vous apporter. Bonsoir, merci Valérie Cervantes d'être avec nous. Alors, il y a une petite magie quand même dans cette voiture. Racontez-nous cette histoire, parce que on a envie de comprendre. À l'heure où, effectivement, les centres-villes, on pousse les voitures à l'extérieur, arrive cette petite voiture qui est emboîtable dans d'autres petites voitures. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas une voiture pour le particulier, hein, c'est une voiture qu'on utilise, une voiture qu'on prend comme on prend le train, hein, donc une voiture publique en somme, et qui est là pour compléter le transport public. Dans les zones où le transport public a du mal à apporter son service, c'est-à-dire quand on s'écarte du centre-ville, quand on est à proximité des gares et qu'on rentre dans des zones rurales. Et le principe, il est très simple. Je crois que la meilleure analogie, c'est celle du chariot de supermarché. Imaginez un supermarché où les chariots ne s'emboîteraient pas et vous auriez autant de chariots garés dans le désordre dans tous les coins, ça marcherait pas bien. Par ailleurs, quand il y a plus de chariots, on peut vous en apporter 10, 15 à la fois avec quelqu'un qui pousse tout un train, ça se passe très bien. Mais nous, c'est pareil. Ce sont des petits véhicules qu'on peut mettre à disposition typiquement dans une gare, voilà. Et vous arrivez et vous avez 2, 3, 4 kilomètres à faire en plus. Et en général, ça c'est toujours un problème parce que vous rentrez dans des zones où soit vous êtes obligé d'attendre le bus, il y a un temps d'attente, il va pas forcément vous amener au bon endroit, soit la route elle est pas forcément adaptée à faire du vélo ou de la trottinette, donc vous faites quoi? Vous prenez pas le train, vous prenez votre voiture. Et ce qui est génial, c'est que ces voitures qui s'emboîtent, elles peuvent recharger, elles sont toutes électriques évidemment. Sur une seule borne, vous pouvez recharger 10 voitures à la fois et vous la prenez, la dernière évidemment, comme votre caddie de supermarché, quoi. C'est ça. Alors, non, je veux celle du milieu, moi. Elle est insupportable. On prend la première de la file. Mais cet emboîtement, il sert à plusieurs choses. Une est d'utiliser un seul point de charge pour en charger 10 à la fois. Une autre, c'est de gagner beaucoup de place. Parce que quand vous les garez dans un parking, genre un parc relais, là, parking de la gare, on prend 10 fois moins de place. En somme, on peut mettre 10 fois plus de voitures. Mais l'apport important, c'est qu'on peut les conduire en groupe, c'est-à-dire qu'un seul opérateur, il va pouvoir en amener 10 à la fois. Donc si vous prenez votre voiture à la gare et vous allez 3 km plus loin, peut-être que 3 km plus loin, elle n'intéressera personne, cette voiture. Donc il y a un opérateur de la société de transport qui va pouvoir aller la ramasser, il l'emboîte, il crée un petit train et il ramène les véhicules ou il les livre là où on en a besoin. Et donc, pour l'utilisateur, c'est parfait parce que il a une voiture où il en a besoin, il n'a pas de temps d'attente, il va où il veut. Donc la correspondance avec le train, elle est optimale. Vous perdez pas de temps et c'est totalement orienté vers l'utilisateur. Petite réaction de Bruno Millienne veut réagir en vous écoutant. Il adore. Mais merci monsieur, j'adore. C'est génial. Moi, je vois tout de suite l'utilisation possible. Je vois tout de suite l'utilisation possible de vos petites voitures emboîtables. Ne serait-ce que sur mon territoire, il y a des gens qui sont à 6-7 km de la gare des Pônes. Aujourd'hui, ils n'ont pas de mobilité douce pour y aller, donc ils y vont avec leur voiture. Le parking sont rapidement pleins. S'ils avaient ça, ce serait génial. Merci pour cette brillante idée. Alors, vous êtes dans une phase finale de développement et de recherche de fonds, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, on a pu développer 6 prototypes et là, cet été, grâce à OP Mobility, donc Plastic Omnium, un business angel et la Banque publique d'investissement, on a pu lever de l'argent et là, on est en train de compléter cette levée de fonds par ce qu'on appelle une levée de fonds participative sur WeSeed. Donc WeSeed, c'est un site de levée de fonds participative, c'est WISEED. Donc on appelle à l'épargne du public pour conclure notre levée de fonds et permettre de développer ces véhicules qu'on va commencer à déployer en 2026. Vous avez déjà des communes peut-être qui vous ont déjà préempté ou en tout cas dit que nous ça nous intéresse ? Oui, bien sûr. Alors, on commence par des zones industrielles parce que ça a le mérite de faciliter aussi l'accès à l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le permis. Alors, nos véhicules sont sans permis, j'ai oublié de le dire, hein, c'est des petits véhicules sans permis. Et donc, autour de Lyon, et puis autour du Genevois français avec entrée dans Genève.
On est lyonnais, donc on joue à domicile pour commencer, et puis on va s'étendre rapidement sur toute la France et sur toute l'Europe. Oui, les Lyonnais vont à Saint-Etienne. Comme on va parler de football, ça c'est important. Moi, je vais avoir besoin de votre solution. Hein. Je vais laisser mes coordonnées. Enfin, ils les ont Absolument. à Sud Radio. On va rentrer en contact. Hein. Et ben voilà, on vous envoie l'ancien député très actif. Vous allez voir. Merci beaucoup Valérie Cervantes d'avoir été avec nous, directeur général et directeur des opérations. Et bien entendu, on mettra toutes les coordonnées sur Twitter pour que ceux qui nous écoutent puissent effectivement aller voir et puis vous aider s'ils en ont la capacité. Merci en tout cas pour cette belle idée. Merci beaucoup Bruno Lilienne d'avoir été avec nous. Merci. Désolé pour le retard. Moi, écoutez, c'est pas très grave. De toute façon, j'avais Philippe David. J'étais pas toute seule. Oui, s'il connaît un peu. Même si ça vous remplace pas, mais bon, voilà. Et Lionel Rousseau est avec nous. Bonsoir Lionel. J'arrive à votre secours. Oui, qu'est-ce qu'on l'aime, qu'est-ce qu'on l'aime. Oui, qu'est-ce qu'on l'aime, mais qu'est-ce qu'on aime le But Football Club. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Avec l'information du jour, en effet, on le traitera dans notre émission ce soir. Et c'est même une question que nous avons posée aux auditeurs sur le compte X de Sud Radio. Didier Deschamps a-t-il raison de se passer de Kylian Mbappé? Car il n'appelle pas Kylian Mbappé pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France alors que celui-ci n'est pas blessé. Deschamps explique que ce n'est pas pour des raisons extra-sportives, qu'il a échangé avec le 10 joueurs, mais qu'il a pris la décision de ne pas faire appel à lui. Vous pouvez répondre évidemment sur le compte X et puis écouter l'émission à partir de 20h avec Karim Zeribi et Michel Moulin. Eh bien écoutez, ça va être passionnant comme d'habitude. Merci Lionel. Merci Lionel. Merci beaucoup Marie, notre réalisatrice du jour. Merci à notre équipe et on se retrouve demain à partir de 17h pour les vraies voix. Passez une très belle soirée. Salut.